Mercredi 25 octobre 2017, le soleil se couche vite. Je vais essayer de boucler cette vidéo qui n'est toujours pas la 50e temps promise. J'étais absent là pendant une quinzaine de jours et il s'est passé pas mal de choses, notamment du côté des tomates. Cette vidéo prend la suite d'une autre vidéo que j'avais faite fin août à propos de ce tunnel pour abriter les tomates du mildiou et voir s'il est possible de produire sans aucun traitement, bien sûr sans fertilisant comme je le fais d'habitude, mais surtout sans aucun traitement, y compris sans un certain nombre de décoctions, de tisanes, etc., qui sont souvent évoquées. Et là, au retour, j'ai été très surpris, alors que fin août, j'ai hésité à conclure, j'étais convaincu, mais je n'avais pas d'éléments de preuve. Donc j'étais convaincu mais pas certain, et comme je n'aime pas affirmer des choses à la légère juste parce que c'est une conviction, j'ai préféré rester évasif. Là aujourd'hui je vais pouvoir être tranché. Donc tous ceux qui n'ont pas vu cette vidéo du 24, je crois, du 24 août, qui présente le système, je vous invite d'abord à regarder et puis à revenir sur celle-ci qui est la suite logique. J'en profite pour vous présenter mon nouveau chapeau, nouvelle acquisition. Pour tous ceux qui sont déçus de ne pas déjà avoir la fameuse 50e, cette espèce de synthèse sur le potager du paresseux, sachez que je vais vous demander d'attendre un peu, j'ai quelques contrariétés. Une personne va en février sortir un livre qui s'appelle sans aucun scrupule le potager du paresseux, m'a pompé le nom, m'a pompé je ne sais pas ce qu'il y a dedans, hein, peut-être la façon de faire. Et donc, bien évidemment, je ne vais pas lui faire le plaisir de faire la synthèse pour qu'elle n'ait plus qu'à dactylographier et encaisser des royalties. On est dans un monde parfois, même sur des choses comme un potager comme le mien, où des personnes sans aucun scrupule, sans aucune éthique, vous piquent vos éléments. Donc je suis en train de voir avec les services juridiques de mon propre éditeur. Mon bouquin va aussi sortir en février, donc ce qu'on peut faire. Et puis en tout cas, je vous recommande de faire très attention à l'auteur. Hein. Il y a donc le vrai potager du paresseux. Je vous mettrai mon nom sur un des fameux écrans bleus, hein, Didier Helmstetter, c'est mon nom. Donc achetez le vrai et non pas une pâle copie. Enfin, je dis pâle, j'en sais rien, mais c'est sans doute pas quelqu'un qui a mené toutes les recherches, toutes les expériences que j'ai menées. Donc je préfère attirer votre attention là-dessus. Et donc, comme dit, je vais attendre qu'il ait rédigé son bouquin, sans doute en repiquant tout ce qu'il y a dans mes vidéos, tout ce qu'il y a sur mes sites internet, pour ne pas lui faciliter la tâche en faisant moi-même la synthèse. Et je vous la ferai après. Voilà pour ce sujet un tout petit peu agaçant, mais on va rester zen sur cette affaire. Donc je vais vous mettre un certain nombre d'observations qui vont permettre de conclure de façon très nette, à mon avis, sur cette question de comment se protéger du mildiou de la tomate. Alors sans reprendre donc, hein, je rappelle que le principe était de cultiver les tomates sous ce tunnel ouvert sur les côtés. Regardez l'autre vidéo, vous aurez tous les détails. Partant de la conviction que le mildiou a un seul point faible, hein, tout organisme vivant a ses faiblesses et le mildiou n'y échappe pas. Il a besoin de gouttelettes d'eau pendant un temps suffisant pour que une des formes de reproduction de mildiou, ce qu'on appelle les zoosphères,
les zoospores germent et installent les foyers primaires. Alors, j'avais donc fait exprès de dépasser la culture de tomates pour sortir de ce qui était protégé. Les tomates qui sont ici devant moi, à côté de moi, derrière moi, ont été cultivées exactement comme celles qui sont dans le tunnel. En termes très clairs, plantées dans le foin, tutorées, taillées, en général montées sur 3 ou 4 branches. Ici devant, je n'avais pas de fil, donc c'est sur ces piquets, et dans la serre, attaché aux différents fils. Aucun autre traitement, aucune fertilisation. À partir de mi-juillet, je crois, occasionnellement, un peu d'apport d'eau par un système de goutte à goutte qui se trouve dans le sol. J'avais par ailleurs un certain nombre de pieds qui ont levé spontanément à partir de tomates qui sont restées en place, enfin qui sont tombées au sol, disons l'an dernier, et qui ont levé spontanément, que certaines j'ai un peu tutorées, d'autres j'ai rien fait du tout. Et c'est l'ensemble de ces choses qui vont nous permettre de conclure. Alors, pas la peine de faire beaucoup de cinéma. Vous le voyez, je pense, très clairement à l'image, mais je ferai un gros plan. Tout ce qui est en dehors du tunnel, exposé à la pluie, donc, est totalement cramé de haut en bas. Donc, les tiges noires, les tomates pourries, rien de mangeable, tout est foutu. Et on ira ensuite à l'intérieur pour voir qu'à l'intérieur, c'est l'exact inverse des tomates qui se portent toujours très bien et qu'on a pu récolter. J'en ai encore amassé un seau plein ce midi. Alors regardons ça dans le détail de haut en bas. Je vais vous faire un petit balayage pour que vous voyez les tomates pourries qui traînent par terre. Vous voyez ces tiges complètement noircies, complètement attaquées, les feuilles. Et donc ici, à peine 1 mètre à l'intérieur, des pieds de tomates qui sont encore en très bon état. Je trouve ici par exemple un foliole qui est attaqué, celui-là, mais le reste est vert jusqu'en bas et on peut récolter là-dessus des tomates encore très très bonnes. En voilà une par exemple ici, j'en ai pris d'autres tout à l'heure, je vous la montre. Et donc on peut en conclure maintenant, vu que ces plantes-là sont alors des variétés différentes, mais toutes les variétés qui sont dehors sont cramées et toutes les variétés qui sont à l'intérieur sont plus ou moins intactes, même si on peut voir des petites différences. Par exemple, ces jaunes-là sont relativement attaqués, mais continuent de produire. Ces tomates cerises jaunes semblent visiblement plus sensibles que celles-là ou que celles-là. Donc il y a des petites différences, mais quand même, elles sont moins importantes que le fait d'être abritées ou exposées à la pluie. Alors ici, près de l'entrée du tunnel, c'est même extrêmement impressionnant. Vous voyez ici ce qui ressemble à un pied qui est sain. Regardez cette belle tomate. Ici, vous voyez que c'est en partie attaqué. Et ici, vous voyez que c'est entièrement cramé. Même s'il y a une tomate, elle est elle aussi attaquée. On pourrait en manger, on peut en manger une moitié. Elles sont à peu près toutes plus ou moins attaquées. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je vais basculer vers le bas et vous allez voir que c'est le même pied. Donc, même génétique, seule différence, à l'abri de la pluie, exposé à la pluie. Alors, je vais essayer de faire ça avec un peu de douceur, un peu de délicatesse. Voilà. Donc ici, vous voyez bien, cette branche-là, c'est celle qui part ici derrière. Elle a été en partie exposée, donc elle a noirci, elle a chopé le mildiou. Celle-là,
part d'ici a été exposée, elle est totalement cramée. Celle-là ici, qui va vers l'intérieur, est pratiquement entièrement saine et produit tout à fait joliment des tomates qui restent très savoureuses. Alors c'est un peu la même chose ici. Alors ce pied-là est un pied qui a levé spontanément, donc qui est un descendant de pied qui a été sévèrement attaqué l'année dernière et qui a été enterré, on va dire, sous ce foin et puis qui est sorti. La limite de ma bâche, elle est ici, je ne crois pas qu'elle se voit sur l'image, mais elle est à la verticale de ma main. Et qu'est-ce que vous voyez? La partie extérieure ici, complètement attaquée, complètement ravagée par le mildiou, les tomates sévèrement pourries, et à l'intérieur, le même pied a des branches qui sont tout à fait saines et qui produisent, bien que traînant par terre ici, donc n'ayant pas été tutorées. Donc le fait que ça traîne par terre a quand même quelques petits inconvénients. On voit que là, il y a une petite pourriture qui s'est installée. Allez, rapidement, cette vue d'ensemble pour que vous puissiez apprécier. Je me trouve donc là, en plein milieu du tunnel. Il y a au moins une dizaine de variétés de tomates, certaines qui m'ont été offertes, certaines que j'ai produites moi-même après les gelées du 21 avril, donc c'est des plants qui ont été mis plus tard. Certaines sont des hybrides achetés, d'autres sont des variétés, on va dire, paysannes produites par des jardiniers qui me les ont apportées, comme ces tomates allongées là, ces jaunes, etc. Quel est le constat? Il est limpide. À l'intérieur, des petites variations, de temps en temps, des variétés un peu plus sensibles qui ont l'une ou l'autre feuille cramée par le mildiou, sans que cela ne les empêche de produire. Certains pieds sont intacts, impeccables, du haut jusqu'en bas. Celui-là par exemple, celui-ci, ici, impeccable. À peine trouve-t-on quelques petites taches de mildiou sans aucune conséquence. Même des plantes relativement sensibles de type cœur de bœuf qui sont ici derrière sont en bon état. Sur le devant, là, toujours la même chose. Le vent a dû rabattre la pluie. Hein, le sud-ouest est par là, c'est de là que viennent les pluies chez moi en Alsace. Et là, on a des pieds donc qui sont relativement atteints, sans doute plus sensibles que celui-là qui est moyennement atteint. Ces deux-là étant sans doute plus sensibles que celui-là qui n'est que très faiblement atteint. Donc il y a des différences variétales, mais en gros, la question de base reste le contrôle de l'eau et donc de l'arrivée de gouttes d'eau sur les feuilles de tomates, et le reste, je dirais, sont des influences mineures. Alors un petit coup d'œil sur des plants donc, qui ont levé spontanément en dehors du tunnel. Je vais vous les filmer, il y en a 3 ou 4. Ils sont tous absolument cramés et ne produisent plus rien du tout. Celui-là est particulièrement typique. Une tomate pourrie qui traîne par terre, pourrie, enfin attaquée par le mildiou, des branches noires, les feuilles noires, etc. Ce pied-là, qui a été légèrement attaché, mais sans être véritablement taillé, a produit en début de saison jusque mi-septembre, il me semble, on en a ramassé les dernières. Il commençait déjà à être malade. Je vous les signalais dans la vidéo de fin août. Panorama absolument identique sur ce pied-là qui a poussé entre de l'estragon. Il y avait au fond l'oignon, il y a maintenant un peu de persil. Et ici, du persil. Et puis le mouron des oiseaux, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, une des tapissantes qui vaut mérite agricole. Quand vous avez du mouron des oiseaux, c'est que votre terre marche bien, est riche et fertile.
Hein, donc à l'extérieur, rien à faire. Ces plants-là, issus de semences produites ici sur place, n'ont visiblement pas appris grand-chose. Si je fais la référence à ceux qui pensent qu'il suffit de prendre ces graines, que exposées au mildiou, elles apprennent à résister au mildiou. Les miennes l'an dernier ont été cramées par le mildiou, elles étaient à la bonne école et visiblement elles n'ont pas appris grand-chose. Alors ici, même chose, hein, levée spontanée de pieds de tomates dans ce qui était la parcelle d'oignons. Vous aurez sans doute du mal à le voir, alors je vais vous le mettre en évidence. Voilà ce qui reste de ce pied qui a poussé ici spontanément, n'a jamais rien produit. On n'a jamais rien récolté dessus, je veux dire. Il a produit des fruits qui ont tout de suite été attaqués par le mildiou, qui ont tout de suite été pourris, malgré le fait qu'on a récolté donc l'oignon et on lui a dégagé de la place. Ceci permet, je pense, sans trop chercher des poux, de voir que la biodiversité qui existe ici, hein, il y a un mélange d'adventices qui ont poussé, ce gaillet par exemple, de l'herbe qui est ici, et des engrais verts que j'ai semés plus tard, cette moutarde blanche. Donc cette biodiversité n'a en rien protégé ce pied contre le mildiou. Le mildiou est dans l'air, les spores circulent dans l'air. Dès lors que l'eau stagne sur les feuilles, elle se développe et le plant qui est exposé va être assez rapidement fusillé sous nos climats. Je parle là de climat alsacien qui est relativement sec l'été, mais dès l'automne, donc dès mi-août, dernière quinzaine d'août, l'humidité arrive et en général commence à faire ses ravages. Un petit balayage dans la serre du haut, pour que vous voyez là aussi le panorama, avec une production encore en cours, encore correcte on va dire. Certains pieds extrêmement en forme, celui-là à gauche par exemple, ou de haut en bas, il est propre, il n'a pratiquement pas de mildiou. D'autres sont un peu plus attaqués. Je vais zoomer sur cette partie-là. Et là, vous pouvez voir que il y a des feuilles qui sont quand même assez attaquées si on vient ici. Hein, donc là, je dirais plus d'attaque que dans le tunnel en bas, pour une raison qui pourrait peut-être s'expliquer par le fait que cette serre est plus fermée, même si j'ai enlevé les portes durant tout l'été, que je ne les ai toujours pas remises. Donc ici, il y a un peu plus d'humidité qui stagne et ça peut être un facteur qui expliquerait une présence plus importante de mildiou ici en haut comparé au tunnel plus aéré conçu pour les tomates que je vous ai montré tout à l'heure. Allez, pour terminer, je vais vous faire saliver un peu ces belles cœurs de bœuf ici. Certaines ont des petites marques ici en haut. Hein. Les fissures qui se forment sont des portes d'entrée pour des moisissures. Mais on peut très facilement nettoyer ça pour manger des tomates qui restent excellentes. Regardez celles-là qui sont une autre variété. Ici, pareil, sur une de ces failles, une moisissure qui s'est installée, mais on peut opérer ça pour l'autre, elle est parfaite. Voilà, alors à mon habitude, une conclusion à toutes ces observations. Ça me paraît limpide. Le point faible du mildiou, c'est le fait qu'il ait besoin d'une goutte, enfin 2 gouttes d'eau pendant suffisamment longtemps pour qu'une certaine forme de spore germe. Et donc, la clé de la lutte contre le mildiou, sans avoir à recourir à des traitements,
d'aucune sorte, et en particulier sans avoir à recourir à ce fameux sulfate de cuivre qui empoisonne tant la vie du sol, et tout simplement de mettre un toit par-dessus vos tomates. La preuve me paraît évidente. Quelle que soit la variété, même s'il y a des petites différences, toutes les tomates qui sont à l'intérieur du tunnel produisent encore, ou dans la serre. Toutes les tomates, quelle que soit leur origine, qui sont à l'extérieur, sont complètement fusillées, complètement cramées. Donc ces résultats parlent d'eux-mêmes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence variétale, je viens de l'évoquer. Cela ne veut pas dire que par tel ou tel traitement, j'aurais pu gratter 8 jours, 15 jours à l'extérieur, mais je pense que le point essentiel est celui de la gestion des gouttes d'eau sur les feuilles de tomates. Au passage, notez que, comme je l'ai évoqué lors d'une des séquences, l'histoire selon laquelle un pied de tomate qui aurait été exposé à du mildiou transmettrait une forme de résistance à sa descendance ne me convainc nullement. Je laisse ceux qui veulent y croire y croire. J'ai 3 pieds de tomates qui sont des descendants directs de pieds sévèrement attaqués l'an dernier, qui sont à l'extérieur des tunnels ou de la serre et qui sont tous absolument fusillés. 2 de ces pieds ont produit un peu fin août, début septembre, avant de s'écrouler. Le 3e pied n'a jamais produit une tomate, il s'est écroulé avant, il a levé plus tard, puisqu'il est apparu spontanément dans les oignons. Mais donc, si devait y avoir une petite possibilité par ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire des phénomènes qui permettent de piloter l'expression des gènes, s'il pouvait y avoir une petite possibilité d'apprentissage entre guillemets, comme tendraient à le prouver 1 ou 2 études, cela est tout à fait mineur par rapport à la dimension du problème. Et compter là-dessus me paraît, en tout cas dans les circonstances dans lesquelles je cultive les tomates ici, je le rappelle, climat alsacien, fort contraste jour-nuit, proximité immédiate de la forêt, donc énormément de condensation. À l'heure où je parle, le soleil n'est pas couché et l'intérieur de mon tunnel est déjà en train de se couvrir de condensation. Et si vous regardez bien mes chaussures, elles sont déjà mouillées parce que les condensations sont en train de se former. Donc dans ces circonstances qui sont relativement sévères, 340 mètres d'altitude aussi, je pense qu'il faut jouer de façon beaucoup plus radicale sur la question de l'eau. Le reste, c'est des petites nuances qui, de mon point de vue, ne changent pas grand-chose. En tout cas, ce n'est pas une conviction puisque les images sont là, la situation est là, elle parle d'elle-même. Je fais partie de ceux qui essayent de croire ce qu'ils voient et non pas de ceux qui s'aveuglent en partie, se mettent des œillères et voient ce qu'ils croient. Donc on part d'un a priori, on ne fait pas de comparaison toutes choses égales par ailleurs et on conclut que ça marche. Ça marche en général, tout simplement parce que la nature est d'une résilience remarquable et d'une générosité remarquable et que de toute façon, elle va tout faire pour produire. Et donc même les pires conneries, je peux vous garantir que ça marche. En général. Voilà. Je vais vous laisser en vous répétant, attention, quand un bouquin sur le potager du paresseux sortira, choisissez le bon, c'est-à-dire le mien. Allez, ciao et à une prochaine.